De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'International, 11e saison, 23e ville, 24e heure de direct et tout se déroule parfaitement. On peut remercier bien évidemment la technique qui a été là pendant ces 2 jours. Alors, nous atterrissons aux USA, nous atterrissons à Seattle. Alors, je vais d'abord accueillir Stéphane Saunier. Bonjour. Bonjour. Donc Stéphane, vous travaillez chez Microsoft et vous avez vécu à Seattle. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. En fait, ça fait 16 ans que je travaille chez Microsoft. J'ai commencé en France et puis j'ai immigré en 2001 jusqu'à 2005. Donc j'ai vécu à peu près 4 ans et demi sur Seattle. Et je suis revenu en France pour trouver un autre type de job. Toujours chez Microsoft? Toujours chez Microsoft pour l'instant. Alors, Lucie Guillemot, bonsoir, bienvenue. Alors vous, une autre aventure? Oui. Alors donc moi, je suis partie à Seattle pendant mes études, en fait. J'étais à Sciences Po et on a une année à l'étranger. Donc je suis partie là-bas dans le cadre d'un stage professionnel au Festival du film international de Seattle. Dont on parlera en fin d'émission. De 2012 à 2013. Donc là, je suis rentrée en France et j'ai fini mes études. D'accord. Et actuellement, vous êtes cinéaste et... Cinéaste et journaliste en freelance. Donc cinéaste, c'est quoi quand on s'appelle Lucie Guillemot et qu'on est cinéaste? Voilà, alors pour l'instant c'est un grand mot, mais je commence à réaliser quelques courts-métrages et je suis aussi assistante réalisateur sur des projets. C'est bien. Voilà. Merci. On accueille Joël Glussman. Bonsoir. Bonsoir. Donc Joël, vous êtes entrepreneur, vous avez un grand groupe sur l'ensemble du monde, mais entre autres aux États-Unis. Alors, grand, non. En plus, je ne pense pas que ce soit la taille qui compte, mais l'agilité. En fait, oui, je dirige un des premiers groupes indépendants de transport et logistique français qui a démarré son aventure aux États-Unis il y a quelques années, le groupe Cristal, qui a une de ses filiales dont le siège est basé à Miami. Et cette filiale est particulièrement spécialisée sur l'industrie aéronautique. Et Seattle est forcément dans notre ligne de mire. Voilà, d'où forcément une implantation assez rapide à Seattle. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on espère. Très bien. Olivier Sureau, alors vous accompagnez les entreprises. Oui, absolument. Donc, je suis expert comptable français, expert comptable américain, associé fondateur du cabinet JAD. Donc, nous sommes présents dans 6 villes aux États-Unis, 2 sur la côte ouest et 3 sur la côte est. Et je suis également accessoirement conseiller du commerce extérieur. D'accord. Alors, sur la partie comptable, vous avez et en France et à titre personnel et, voilà, et exactement. français je et suis américain. Titulaire du diplôme, je suis expert comptable diplômé français, également ce qu'on appelle CPA américain, donc expert comptable. Ce qui donne un regard double pour les dirigeants français. Absolument. Très bien. Alors on va aller interviewer le directeur général CCIF de Seattle, le climat des affaires à Seattle. Le climat d'affaires à Seattle est très bien, grâce à le dynamisme poussé par les sociétés locales comme Amazon, Boeing, Costco, Microsoft, Starbucks, etc. Le climat est particulièrement accueillant pour les startups avec une population jeune, dynamique et parmi les mieux éduqués aux États-Unis. 60% des habitants de Seattle portent un bac plus 3. Je ne me souviens pas de tout. Alors, Seattle, justement, une véritable dynamique entrepreneuriale? Absolument. Donc Seattle, c'est une capitale, je dirais, dans les nouvelles technologies actuellement. Vous avez des grands groupes de grands renommés comme Microsoft et Amazon qui ont leur siège à Seattle. Et puis après, on a des groupes industriels comme Boeing. Donc vous avez des grosses entités qui sont là-bas, mais également une pépinière d'entreprises qui tourne autour de ces grosses entités. Ces business. Exactement. Donc c'est une ville, je dirais, en plein essor. Donc il y a des opportunités pour les dirigeants français sur ces métiers. Absolument. Tout ce qui tourne actuellement autour des nouvelles technologies, bon, il y a aussi l'aéronautique, bien évidemment, mais tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies, il faut savoir, par exemple, que Facebook a décidé de doubler sa surface d'espace commercial à Seattle, et notamment, Seattle a une grande carte à jouer par rapport au coût de la vie, dont on reparlera plus tard, en comparable à San Francisco. D'accord. Un point particulier sur la partie IT à Seattle? Je peux que renforcer ce point de vue. En fait, j'ai vu... ça date maintenant d'une dizaine d'années, mais autour des buildings de Microsoft, il y avait toute une espèce d'essaimage de petites sociétés qui étaient des partenaires et qui travaillaient donc avec les groupes produits pour proposer telle ou telle technologie. Et donc, c'est vraiment la start-up telle qu'on la conçoit qui se trouvait autour. Tel qu'on l'imagine dans notre vision des start-upers. Qui se crée très vite et qui peut aussi
totalement explosé en, en très peu de temps. Alors, vous qui êtes plus dans un métier traditionnel face au IT, comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça pour Seattle? Enfin, nous, Seattle, ce qui nous intéresse, c'est Boeing. C'est le pôle d'attraction très important. Beaucoup de nos clients sont des clients de Boeing, des fournisseurs de Boeing, des entreprises françaises qui également sont des équipementiers de Boeing. Et on n'aura pas le choix que Ça a du sens. Pour accompagner nos clients, français ou européens, il nous faudra être présent à Seattle. Et ce marché est quand même intéressant. Sur le marché a une spécificité quand même, le marché de l'aéronautique. C'est une des rares industries qui, moi je ne suis pas du tout économiste, mais il y a une chose qui est à peu près évidente, c'est qu'il y aura de plus en plus de passagers en l'air, de plus en plus d'avions qui voleront, et c'est des carnets de commandes qui sont pleins pour les 10 prochaines années. Donc je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'industries où on a une visibilité aussi lointaine et aussi... quasi certaine. Et aussi, oui, optimiste en tout cas. Optimiste. Voilà. La vision de l'expert comptable face à ça? De toute façon, je ne peux que renforcer ce genre en fait, d'approche. C'est sûr que dans le futur, Seattle aura une grande carte à jouer. Il ne faut pas oublier qu'également, géographiquement, Seattle, par rapport aux États-Unis et aux portes de l'Asie, il y a encore quelques temps, Vancouver était la première porte d'entrée des Chinois. Aujourd'hui, Seattle, la première porte d'entrée des Chinois. C'est-à-dire que vous avez depuis 2 ans un nombre grandissant d'investisseurs chinois qui viennent et qui investissent de façon substantielle à Seattle. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre cette émission après cette petite page de pub. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'international. On est à Seattle. Et Olivier Sureau, on a bien compris les différents domaines dans lesquels on pouvait investir quand on était chef d'entreprise. Pour créer son entreprise, quels sont les premiers conseils que vous donnez à un dirigeant pour s'installer à Seattle et de manière plus générique aux États-Unis? 2 types de conseils. Déjà, d'étudier sa fiscalité. Donc, il faut savoir que Seattle fait partie de l'État de Washington et qui n'a pas d'impôt d'État au niveau des personnes physiques. Il n'y a qu'un impôt fédéral, donc c'est quand même un attrait fiscal. Donc là, on parle d'impôt direct. Au niveau des sociétés également, une fiscalité qui est assez attractive. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir que la fiscalité indirecte est un petit peu plus lourde. C'est-à-dire que le taux de TVA, par exemple, à Seattle est proche des 10%. Donc, c'est quand même une fiscalité assez importante. Maintenant, deuxième chose à étudier, c'est le choix de sa forme juridique. Il y a 2 types de formes juridiques aux États-Unis et donc dans l'État de Washington et donc à Seattle. La première qui est une forme juridique qui se rapproche de nos SARL françaises, qui est la LLC, qui est plus ouverte à un investisseur personne physique qui va vouloir se diriger vers ce type de structure. Deuxième type de forme juridique, c'est une corporation qui se rapproche plus de nos SA traditionnels. Donc plus recommandable pour des filiales de sociétés implantées à Seattle. Donc le coût est relativement minime, à peu près $200, il faut compter. Rapidité également, donc l'État de Washington, il faut compter à peu près 3 jours pour ouvrir sa société. Si vous voulez qu'elle soit constituée dans la même journée, il faut rajouter $50, c'est quand même assez minime également. Donc deuxième étape. Et troisième étape, obtenir son identifiant fiscal, qui peut prendre un peu plus de temps. Dernière étape, le compte en banque, qui là est un petit peu plus challenging, je dirais, parce qu'en fait, il faut prévoir un déplacement sur place pour pouvoir ouvrir son compte en banque. Il faut que la personne physique soit présente pour ouvrir le compte en banque. Absolument. Donc ça veut dire, ça peut paraître très très facile quand même, ça peut un peu penser à l'Eldorado du business quand même. On se dit tiens, c'est facile d'aller aux États-Unis, je peux aller m'implanter à Seattle demain matin et dans 48 heures j'ai une entreprise. Alors c'est facile, pas facile. Constituer sa société, c'est facile. Après, faire tourner sa société et faire en sorte qu'on est protégé, c'est autre chose. Donc pour ça, il faut s'entourer d'experts, notamment d'avocats, d'experts comptables, d'agents immobiliers dans le domaine immobilier et notamment. Mais c'est pas juste une mode américaine, c'est-à-dire que
la législation américaine étant construite différente de la nôtre. Absolument. Voilà. C'est-à-dire que le droit aux États-Unis repose sur un droit contractuel. Hein, c'est pas un droit légal comme on a l'habitude avec lequel travailler en France notamment. Donc, qui dit droit contractuel dit bien évidemment contrat. Qui dit contrat dit nécessité d'avoir de capacité. On a Joël qui hoche, qui dit oui, c'est bien ça le sujet. Oui, non, c'est exactement ça. Enfin, je veux dire, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de régulation qu'en Europe. L'inconvénient, c'est qu'il faut tout écrire. Il faut tout écrire, et là, le concours des avocats est indispensable, quoi. Donc on a quand même un certain nombre d'aides quand on est français, chef d'entreprise française, d'aide, enfin de soutien, je ne vais pas dire d'aide, de soutien. C'est d'abord les conseillers du commerce extérieur. Je pense quand même qu'il faut qu'on oui, rappelle. donc il faut pas oublier que les conséquences extérieures sont là pour vous aider dans votre implantation. Ils sont là à titre bénévole. Et vous avez après des associations locales, hein, notamment la Chambre de commerce franco-américaine, qui est assez dynamique et qui est là aussi pour aider dans votre implantation et dans la préparation. Hein. Quand je dis implantation, j'insiste sur préparation parce que c'est très important. Donc là, pour la préparation, et une fois qu'on passe dans la phase active, il faut vraiment qu'on ait nos conseils qui sont l'expert comptable, l'avocat, le broker pour les bâtiments, des choses comme ça. Absolument. Des choses assez structurées. Oui, Joël. Et si je puis rajouter, accessoirement, l'expert en réglementation douanière, si on veut exporter ses produits depuis la France, et la réglementation, tout ce qui est compliance aux États-Unis est tout à fait différent. Et on peut craindre que les barrières douanières vont être un peu plus difficiles à franchir avec l'arrivée de la nouvelle administration. Et donc, c'est le rôle de custom broker, de dédouaneur, expert en douane. Et comment, justement, parce qu'on aborde, on est à 2 jours, alors l'émission a une durée plus de 2 jours, mais on est à 2 jours, comment vous voyez l'arrivée de la nouvelle administration en tant qu'entrepreneur français aux États-Unis ? Alors, moi, de mon côté, en tant que professionnel, on va avoir beaucoup de changements fiscaux, donc ça va nous générer beaucoup de travail, bien évidemment, puisqu'il va y avoir beaucoup de réglementations fiscales qui vont changer. Après, quel impact ça va avoir sur le business, ça, c'est encore la grosse inconnue, on ne sait pas encore. Quel impact ça va avoir sur l'économie, autre inconnue également. Donc, j'aurais tendance à dire, aujourd'hui, on est dans une position assez attentiste. Les gens, finalement, sont un peu pressés que la nouvelle administration se mette en place, puisqu'en fait, il faut qu'elle se mette en place ce qui va se passer, pour être fixé, pour qu'on avance et puis pour voir ce qui va se passer. Alors, on va aller interviewer Jean-Claude Beck pour savoir comment fait-on du business avec les Américains. Comment fait-on du business avec les Américains? C'est simple. Tout d'abord, c'est très intéressant parce que c'est une très bonne école, c'est des très bons négociateurs, c'est des vrais businessmen, ils ont le sens des affaires. Et en fin de compte, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, parce que le but, c'est de faire de l'argent, c'est de faire de profit, et c'est de brasser autant d'argent possible dans le moins de temps possible. Voilà comment qu'on fait le business avec les Américains. Il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de... C'est comme ça. On apprend ou on s'en va. Alors, j'ai envie d'interroger Lucie, qui n'est pas, bien évidemment, tout le monde l'a compris, la businessman du plateau. Mais comment vous percevez justement cette logique du business à tout prix? Comment vous l'avez vécu? Comment vous le percevez? Ça me fait rire parce que ce qu'il dit est à la fois très simple et à la fois très juste. Voilà, en gros, ils ont vraiment un sens du business et voilà, le but, c'est de faire de l'argent et de faire business et de... Voilà, d'être en... Il y a un seul objectif. Voilà, c'est ça. Mais bon, je ne veux pas réduire les Américains. Ça. Non, pas du tout. C'est vraiment des entrepreneurs. Oui. Et même en individuel, je vois à l'intérieur un employé d'une société, et c'est aussi un entrepreneur qui va essayer pour la plupart de gravir rapidement des échelons, voire partir ailleurs, puisque justement, il y a plein d'options. Donc la contrepartie de la facilité de créer des sociétés ou de s'implanter, c'est que le prix des salaires augmente et ça devient aussi difficile de capturer les bonnes personnes. Oui, on a une petite chasse au talent parce que forcément, clairement, quand on est bon, surtout dans le IT, ça se sait relativement vite. Et juste quelque chose qui est assez rare en France, mais qui n'est pas du tout aux États-Unis, c'est de voir quelqu'un qui part de la société, entre autres Microsoft, et qui, 2 ans après, revient comme si s'était rien passé. C'est vrai que c'est la concrétisation, en fait. Je dirais c'est le but ultime d'un Américain, un jour, c'est de créer sa société. La société repose sur l'entrepreneuriat, donc on est très réceptif à l'entrepreneuriat, très reconnaissant, c'est-à-dire que les Américains aiment les entrepreneurs. Et c'est vrai que, par exemple,
aux États-Unis, les Français ont beaucoup de succès, notamment dans les nouvelles technologies. C'est pour ça que Microsoft embauche autant de Français, parce que les Français ont une très bonne réputation. Et on voit souvent, nous on le voit à notre niveau dans nos bureaux sur la côte ouest, beaucoup d'ingénieurs venir aux États-Unis, dans des sociétés comme Microsoft ou autres, et finalement rester et créer leur société. Et parfois même retourner après effectivement chez Microsoft, ou alors... Ou vivre l'aventure pleinement. L'aventure, exactement. Alors Joël, comment vous percevez, vous, le business avec ces Américains, justement? Déjà, juste une petite plaisanterie. Faire de l'argent, c'est un délit aux États-Unis. On gagne de l'argent, mais on ne fabrique pas de l'argent. Non, c'est le monde des possibles. Tout est possible. Tout est possible. Je veux dire, mais rien ne se fait facilement. Il ne faut pas croire que c'est facile. C'est pas parce que c'est possible que c'est facile. Mais concrètement, comment ça se passe si je suis dirigeant français, que j'ai ma PME en France et que j'ai envie de m'installer là-bas? Ça veut dire que rapidement, je peux avoir mon business et que ça tourne vite puisque je vais gagner vite. Alors, déjà, de par mon activité, ma présence aux États-Unis est d'abord pour accompagner des entreprises françaises qui elles-mêmes ont déjà une activité de vendre leurs produits ou leurs services aux États-Unis. Donc moi, vous êtes covoituré. On peut dire ça. On peut dire ça. Je suis. C'est le propre de notre profession. Business, c'est clair. C'est d'accompagner des gens qui ont déjà découvert le marché américain, qui ont déjà des clients américains ou des fournisseurs américains, parce que ça marche dans les deux sens. Voilà, mais je dirais que c'est aujourd'hui un des plus gros marchés pour nous. L'aéronautique, bien sûr, mais pas que. Mais Olivier, c'est donc rapide? Pour créer, oui, c'est rapide. Mais pour gagner? Pour gagner de l'argent, c'est pas si rapide que ça. Déjà, il faut de la préparation, il faut de la volonté. On en parlait tout à l'heure. Il faut une volonté importante. Puis il faut bien s'entourer également. C'est vrai que le rôle du dirigeant, le fondateur, aussi une forme de durabilité quand même. Il faut considérer qu'on va acheter le marché quelque part. Enfin, faut aller sur place. Il faut considérer qu'on achète le marché également, mais il faut aussi savoir qu'on ne vous attend pas aux États-Unis. Donc ça, c'est le gros défaut qu'on a souvent en tant qu'entrepreneur français, c'est qu'on pense qu'on nous attend, qu'on a un produit révolutionnaire et qu'on ne nous attend pas. Les Américains ne vous attendent pas. Parfois même, ils vont plus vite que vous. Donc ça, il faut partir de ce principe-là, c'est on ne vous attend pas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se préparer, mais aussi il faut aller vite. La prise de décision est très importante. Et si on ne va pas vite, on ne fait pas du business. Alors, ils prennent vite des décisions, et en même temps, ils donnent aussi la chance. Absolument. Ils vous donnent toujours votre chance parce que, par exemple, la jeunesse aux États-Unis est un atout. Ce n'est pas un handicap. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'en Europe, ça pourrait être un handicap. Aux États-Unis, la jeunesse est un atout. L'échec fait partie de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas échoué sera moins bien perçu que quelqu'un qui n'a fait que réussir. Je veux dire, on valorise l'échec. Si vous voulez réussir, vous échouez un jour. Il faut... c'est vrai. Lucie? Non, c'est vrai que pour revenir sur cet état d'esprit très volontaire et d'auto-entrepreneur, moi j'ai vraiment senti la différence en tant que stagiaire française aux États-Unis, même au sein d'une association, d'une structure culturelle et donc pas business, etc. On vous laisse vraiment votre chance pour gravir les échelons rapidement. J'aurais pu faire mon stage en me tenant à ce qui m'était demandé de faire. À l'écart, tranquillement, oui. Et en fait, en proposant des choses, on me laisse faire et rapidement... En ayant cette logique en interne d'entrepreneur. C'est ça. Voilà. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aux États-Unis. Voilà. Très bien. On va aller questionner une Française installée à Seattle. Quel conseil pour un Français désirant s'implanter à Seattle? Je pense que les précautions à prendre une fois que vous êtes ici, c'est qu'il faut être organisé, il faut être surtout patient. Les autorités américaines, même comme en France, ce n'est pas les plus rapides quand ça vient tout ce qui est administratif. Mais si vous avez la patience et vous n'êtes pas en colère, ça marchera toujours. Quand j'ai fait mon passeport, quand j'ai dû renouveler mon passeport français, j'ai dû le faire à San Francisco. Donc j'avais suivi toutes les recommandations du gouvernement français sur le site. J'ai pris le rendez-vous, j'ai mis tous les papiers qu'on me demandait. Quand je suis arrivée à San Francisco, ils nous ont dit les machines à Paris ne marchent plus, on peut rien faire. Et je leur ai dit non, écoutez, moi je suis enceinte, ça a 32 semaines, je ne peux plus voler la semaine prochaine. Il faut que j'ai mon passeport de fait. Et donc c'était un peu on tourne autour du pot, jusqu'à que je leur ai dit, on fait mes papiers. Parce que moi, demain, je rentre à Seattle et je ne reviens pas. Donc, on fait mes papiers. J'avais tout et ça s'est fait. Il faut être patient
mais il faut aussi être un go-getter. C'est-à-dire que vous donnez les moyens, mais vous vous battez aussi pour ce que vous voulez. Et aux États-Unis, quand que ce soit les employeurs, vos collègues qui voient que vous êtes un go-getter, ils vont vous pousser encore plus. Et c'est comme ça que vous allez y arriver. Lucie, une réaction à cette vidéo, à cette intervention ? C'est vrai que je ne connaissais pas l'expression être un go-getter, mais je comprends ce qu'elle veut dire, notamment pour revenir sur ce que je disais au sein de mon stage. Il faut vouloir et montrer qu'on est volontaire. Et si on veut quelque chose, on peut l'obtenir si on montre qu'on en a vraiment envie. Après, pour parler du visa, etc., je suis un peu plus mitigée là-dessus parce que c'est quand même plus difficile d'obtenir un visa pour rester aux États-Unis. Mais c'est très compliqué. On va revenir sur la question du visa, mais juste avant, j'aurais bien aimé que vous nous expliquiez quel était votre engagement aux États-Unis dans le cadre du festival, justement. Mon engagement ce que vous avez fait concrètement. Ce que j'ai fait. En fait, j'étais donc stagiaire au Festival du film international de Seattle. Et donc, je travaillais à la fois pour la directrice du festival. Donc, je participais aux meetings, je rencontrais les sponsors, etc. Pour tout ce qui est vraiment direction. Et à côté de ça, j'étais stagiaire dans la programmation. Donc, ils ont aussi des cinémas à l'année, des festivals à l'année, en plus du festival, le grand festival qui a lieu au mois de mai. Donc, j'ai regardé beaucoup de films, j'ai rencontré des réalisateurs. Voilà. Et là, on sent que Stéphane a vécu des choses sympas à Seattle grâce au Festival du film. Et moi, j'ai vu l'autre côté, puisque durant mon séjour, en fait, chaque année, j'allais au festival. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une expérience au bout de 2-3 ans. Quand on est expatrié, il nous manque quelque chose. Il y a une espèce de culture du pays d'origine quand on n'a pas l'occasion de revenir longtemps. Et ce genre de festival, c'était un bonheur. C'est idéal parce que ça permet de rattraper un certain nombre de films qu'on n'aurait pas vus. Donc oui. C'est un festival vraiment international. Et puis il y a aussi un festival dédié aux films francophones et français, du coup. Donc c'est vrai que pour les expats ou même pour découvrir d'autres films, c'est très suivi, très complet. D'accord. Ouais. Donc on est vraiment sur un événement fort et qui a un point particulier, mais qui se répartit sur l'ensemble de l'année. C'est ça. Et le festival en soi, donc qui dure quasiment 3 semaines, c'est l'un des festivals les plus longs aux États-Unis et qui réunit 300 films, 140 courts-métrages et donc vraiment une grosse c'est de la grosse prod. De la grosse prod. Non, justement, beaucoup de films indépendants, mais voilà, mais du coup... c'est ça qui est bien, parce que les autres, on les voit dans le circuit normal. Oui, tout à fait. C'est très riche. Ok, donc il y a vraiment quelque chose là à Seattle, on sent quelque chose d'agréable et une vie assez sympa. C'est clair que la vie, tout est fait pour simplifier la vie. C'est la culture du service, c'est une ville avec un niveau de vie assez important, donc... on n'a pas besoin de se préoccuper de grand-chose à partir du moment où on est capable d'avoir les bonnes personnes qui fournissent le service. Et ça peut être aussi simple que d'avoir le restaurant qui va bien au coin, que d'avoir le jardinier qui vient régulièrement. Il n'y a rien, tout est à disposition. Tout est possible. Tout est possible. Très bien. Je vous propose qu'on continue cet échange après la page de pub et on parlera des problèmes majeurs des expatriés et entre autres des visas.
De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'international. Nous sommes à Seattle. Alors, Olivier Sureau, les problèmes de visa, alors on dit les problèmes, mais les visas, la structuration de l'approche des visas avec les Américains. Comment ça se passe? Alors déjà, si vous voulez venir aux États-Unis, il faut avoir un permis de travail, bien évidemment. Si vous voulez venir travailler aux États-Unis, il faut avoir un permis de travail. Donc pour avoir un visa, il faut passer par un avocat d'immigration, première étape, le plus important. Après, il faut choisir son type de visa. Non, je ne suis pas avocat d'immigration, mais vous avez les visas les plus populaires, vous en avez 3. Hein. La personne qui est détachée de son entreprise française qui va venir en visa L1. Vous avez l'investisseur qui va venir créer sa structure et investir aux États-Unis, qui va avoir ce qu'on appelle un visa d'investisseur. Et enfin, vous allez avoir les personnes qualifiées. Hein, donc c'est un type de visa dont a recours la plupart des sociétés en nouvelles technologies, qui sont les visas H1B. Et ces visas-là, il y a des quotas chaque année, mais vous avez le droit d'avoir ce type de visa. Puis enfin, le visa, souvent de porte d'entrée, on est visa de premier emploi ou de stagiaire, qui est le visa J1. Et vous, actuellement, donc vous avez passé à peu près toutes les étapes? Oui, moi je suis passé J1, H1, carte verte, et puis aujourd'hui je suis américain. D'accord, vous avez la double nationalité. Double passeport, absolument. D'accord. Joël, pour vous, comment ça se passe? Moi, pour l'instant, par rapport à notre activité, même si nous sommes investisseurs, je me contente d'un visa touriste, c'est-à-dire pas de visa. Vous allez sur place, voilà, oui, voilà, exactement. c'est tout. Vous vous rendez sur place, mais ce sont vos équipes qui réalisent le... Mmh. Alors, comment ça s'est passé pour vous, les visas, dans la vraie vie? Comment ça se passe? Bien, pour partir à l'étranger en tant qu'étudiante et dans le cadre d'un stage, donc j'étais soutenue par mon école et j'ai dû passer par un organisme français qui s'appelle Parenthèse et qui soutient ta candidature au visa, donc J1, qui te donne le droit de travailler dans une structure, mais attention de ne pas gagner de l'argent en dehors de cette structure pendant une durée d'environ 9 mois. Donc ça coûte un petit peu d'argent et bon, c'est quand même beaucoup de démarches. C'est un vrai process. C'est un vrai process. C'est beaucoup de démarches, oui. environ 3 ou 4 mois de démarches. Voilà. D'accord. Donc c'était... Stéphane? Pour moi, c'était organisé, mais même en étant organisé, c'est compliqué, puisque évidemment, ils embauchent des avocats pour faire ça. Mais les avocats, il faut leur donner de l'information, il faut expliquer pourquoi on est là et éventuellement à la place d'un Américain. Donc, montrer que ce que l'on fait là n'est pas quelque chose pour laquelle la filiale d'origine nous a formés. Et donc, c'est un travail totalement différent. Bon, pas mal de tracasseries, il faut revenir en arrière sur son passé, mais des fois, des sociétés qui ont disparu, il faut retrouver la trace de gens qui vous ont embauché, qui disaient que vous faisiez ça. Donc, assez compliqué de l'avoir d'abord. Et ensuite, il expire, ce visa. Et en fait, il y a un process pour obtenir une carte verte qui est lancé tout de suite. Mais quand on est là-bas, au moment où il y a eu les événements des tours, en gros, il y a eu une espèce de ralentissement de tous les accords de carte verte. Et j'ai pris 2 fois le temps qu'il aurait fallu. Donc, entre-temps, le visa expire. Donc, il faut fermer sa maison, prendre sa voiture, sortir au Canada et aller à l'ambassade. On a encore une fois tous les papiers, mais on n'est jamais sûr d'avoir le tampon et pouvoir revenir sur tout ce qu'on a laissé alors qu'on y vit depuis 3-4 ans. Donc voilà, c'est toujours un peu stressant cette partie. Une partie légale est toujours un peu stressante. On disait pendant la pause, il y a quand même des gens qui sont illégaux, mais ça pose quand même des problèmes. Il faut savoir que l'économie américaine repose, comme beaucoup d'économies européennes aussi, hein, sur une économie souterraine. Il y a beaucoup de petits boulots que les Américains ne veulent pas l'effectuer. Vous allez dans les endroits où, pour aller laver des vitres dans des grands gratte-ciels, ce ne sont pas des Américains qui veulent faire ce genre de choses. Les récoltes, pareil. Les récoltes, ce sont beaucoup des Mexicains qui le font. Donc c'était tout le débat qu'il y a eu pendant les élections présidentielles. C'est si demain ces gens-là ne sont plus là, qui va faire ce travail-là? Ça ne va pas être les Américains qui vont le faire. Très bien. Alors, je vous propose d'aller interviewer Sandrine Collomb, qui est une Française installée à Seattle, pour avoir une petite description de Seattle. Bonjour Paris, je voudrais vous parler de Seattle aujourd'hui. Décrire rapidement la ville, c'est une ville qui est située dans le nord-ouest, à mi-chemin entre Portland dans l'Oregon et Vancouver qui est au Canada. C'est une ville qui est pratiquement en bord de mer, avec beaucoup de nature. À une demi-heure, vous avez de la rando. En hiver, on peut faire du ski. Et vous avez aussi accès à des plages. Les plages sont relativement sauvages. D'immenses forêts avec de très grands arbres. On peut faire de la rando. Je trouve que c'est un endroit magnifique. Malheureusement, il y a une mauvaise réputation. On dit souvent qu'il pleut. C'est vrai qu'il pleut. Surtout, le temps est couvert. Beaucoup de nuages. C'est ce qui rebute la majorité des Américains. En revanche, l'été est superbe. Il fait vraiment chaud.
très très beau et on peut vraiment profiter. C'est un endroit magnifique si vous aimez la nature. Très bien. Alors, une description de Seattle, mais on en a échangé pendant... Il y a des choses sympas à Seattle, il y a des choses à faire. Racontez-nous un petit peu. Oui, alors je ne vais pas continuer la pub pour le festival de cinéma, mais c'est vrai que ce que disait l'interview, Sandrine. c'était Sandrine, voilà, c'est que c'est une ville entourée de nature, dans et hors, en extérieur de la ville. Et moi qui suis pas spécialement randonnée, etc., c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à Promenade à balader bicyclette, à tricycle, tout ce qu'on veut. Oui, voilà, alors voilà, mais voilà, pour dire que même si on aime beaucoup la nature, c'est aussi une ville qui est très culturelle et très animée, pour les gens comme moi qui aiment mieux ça. Il y a beaucoup de bars avec des groupes de musique, c'est quand même le berceau du grunge, Jimi Hendrix est né là, enfin voilà, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements aussi, il y a des musées, mais il y a aussi ce qu'ils appellent des arts walks, donc dans certains quartiers, des bars, des galeries ouvrent leurs portes à tout le monde. Et voilà, et donc Alors, une étudiante, c'est sympa. Stéphane. Ouais. J'ai rajeuni un peu quand j'y étais, en fait, parce que c'est vrai qu'on est imprégné dans une ville, je comparerais un peu à Toulouse en France, où on a, enfin Toulouse peut-être avant, où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup donc de choses comme ça, toutes sortes de bars, des micro-brasseries, il y en a énormément, on peut déguster de la bière, mais à peu près partout. Et c'est vraiment, oui, on peut toujours sortir tous les soirs. On a une expérience Magnifique. Claire. Donc Seattle, c'est magnifique. Maintenant, revenons un peu sur l'Amérique de manière générale. On est quand même sur les rapports entre le français, sur la notion interculturelle. Comment vous vivez ça et comment vivent ça vos clients, Olivier ? Je dirais le choc des cultures, il existe, il est réel dans plein de domaines. C'est-à-dire que le rapport à l'argent, par exemple, quand on en parlait tout à l'heure. Voilà, on en parlait tout à l'heure. En tant que nous, Européens, on n'a pas un rapport à l'argent qui est comme le font les Américains. Donc le mode de pensée est différent. Les Américains veulent aller plus vite. Par contre, c'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure, on vous donne votre chance assez rapidement. Mais en même temps, il faut la saisir et il ne faut pas avoir peur. Et pendant l'émission de Miami, on évoquait justement la partie très hispanique de Miami. Là, on est donc du coup dans un autre monde, une fois de plus. Multiculturel, ouais. Clair. Oui. Toutes sortes de cultures. Influence asiatique importante aussi. Oui. Je crois qu'à l'université de Washington, donc de Seattle, il y a 40% d'étudiants d'origine asiatique. Donc c'est beaucoup pour une université. C'est énorme. Ouais. Vous êtes aux portes, je disais tout à l'heure, on est aux portes de l'Asie. Voilà. Niveau sécurité, tout va bien. C'est pas parce qu'on a parlé de l'Asie. Oui. Aucun rapport. Tout se passe bien. C'est beaucoup de Russes. Mais tout se passe bien quand même. C'est vrai que c'est relativement calme. Après, j'ai quand même quelques amis qui avaient des armes. Mais bon, c'est beaucoup plus rare que dans d'autres États. Oui. C'est beaucoup plus libéral, Seattle. Et ça, c'est plus culturel. Ouais. Justement, Voilà. c'est plus culturel. D'avoir une arme, c'est culturel. C'est ça. plus que pour vraiment raison de sécurité, entre guillemets, même si dans l'esprit des gens... C'est dans la logique du premier mais... amendement. On est dedans, on assume complètement. Donc même quelqu'un de logique très libéral et de très ouvert va avoir son arme. sa petite arme dans le placard ou dans le tiroir en fonction. Et alors, j'aurais une dernière question. Au niveau alimentation, nourriture, nous les Français, ça va? On supporte? Du coup, il y a beaucoup de nourriture asiatique. Il y a toute une mode aussi de Whole Food, etc., de chaînes pour manger comme il faut, bio. Donc ça s'adresse encore une fois à des gens qui ont plus d'argent. Et quand on a beaucoup d'argent, on peut se permettre d'aller dans des restaurants où on mange très bien, où on achète de la nourriture très bonne. Après, on est de base clairement sur l'américain. Ouais, l'américain. Seattle, c'est quand même une ville qui se veut un peu saine, avec des bio. gens qui font du sport et qui sont bio, Tout à fait. etc. Et c'est un peu le berceau des hipsters, comme on les appelle ici. Mais bon, un hipster, en fait, pour moi, c'est juste quelqu'un qui habite à Seattle, parce que c'est voilà, c'est pas les hipsters tels qu'on les imagine péjorativement ici en France. Mais bon, c'est vrai qu'on peut se faire plaisir avec de la bonne nourriture américaine qui rend la peau grasse et qui... voilà, c'est bien chouette. Quelque chose qui va bien. Un dernier conseil, et avant de conclure cette émission, j'aurais envie de dire quels sont les derniers conseils que vous donneriez à un entrepreneur ou à un collaborateur qui voudrait aller aux États-Unis, plus particulièrement à Seattle. Alors, on va faire un petit tour de table. Stéphane? Moi, je dirais qu'il faut faire abstraction du temps. Parce qu'en dehors de ça, quand on peut supporter un certain nombre de jours où il fait gris, c'est une ville fantastique. Donc il faut y aller.
Il faut y aller. Lucie. Il faut y aller. Je seconde tout à fait. Non, c'est vrai que c'est une ville qui est très riche, il se passe beaucoup de choses, c'est très dynamique et malgré le fait que voilà, c'est une ville où il fait gris et donc elle est réputée pour son taux de suicide élevé, pour le grunge, pour la dépression, mais pas du tout. On va pas conclure là-dessus. Non, mais c'est vrai. Et en fait, les gens sont très dynamique là-bas et il se passe énormément de choses. On se laisse pas abattre par les jours de pluie, sinon ce serait dommage. Parce que... et avant l'émission, vous disiez j'ai qu'une peur, c'est que vous me donniez envie d'y retourner. Vous avez envie d'y retourner? Ah oui, non, mais oui. Oui. On a gagné le pari donc. Voilà, donc je vais tout de suite m'inscrire à la loterie de la carte verte en rentrant et on verra. Joël? Moi, je dirais, c'est pas forcément la ville la plus facile pour pénétrer le marché américain. Le décalage horaire est déjà un peu plus difficile, 9 heures. Maintenant, si on s'intéresse à l'high-tech, si on cible l'industrie aéronautique, bah oui, pourquoi pas. Bon, c'est pas le choix qu'on a fait. Nous, on a attaqué le marché américain par la face est, mais Seattle est toujours en ligne de mire. Juste un commentaire, c'était amusant le comparatif que vous avez fait entre Seattle et Toulouse, qui, en dehors des bars qu'ils peuvent avoir, sont les deux capitales mondiales de l'aéronautique. Oui, il y a peut-être une raison de climat, peut-être. Non, mais c'est amusant. Non, c'est une comparaison étonnante, oui. Ouais. Alors, mon cher Olivier, des points sur lesquels vous avez envie de donner à des dirigeants français pour aller s'installer? Je dirais, faut pas avoir peur de s'installer. Faut installer, faut oser, il faut y aller, mais il faut se préparer. Et la préparation, il faut pas avoir peur. Effectivement, le temps, la notion de temps est très importante, donc il faut se préparer. Une préparation, c'est pas 2 mois, ça prend entre 1 an, 2 ans, une vraie implantation dans un autre pays à l'étranger. C'est une autre façon de penser au niveau du business, donc il faut s'y adapter également. Il faut bien s'entourer, bien évidemment, non seulement au niveau des consultants externes, mais au niveau des recrutements en interne. Et les recrutements, je dirais, sont primordiaux. Après, c'est vrai que Seattle est une ville d'opportunité. Donc si demain, vous êtes dans les nouvelles technologies, je dirais que c'est le passage obligé. Si demain, vous l'approchez des sociétés comme Microsoft ou des grandes sociétés, si vous n'êtes pas à Seattle, c'est plus compliqué parce que si vous êtes par exemple sur la côte Est, c'est pas la même approche. Donc j'aurais tendance à dire, il faut y aller, mais il faut se préparer. Donc dans la préparation aux USA, il faut quand même bien penser le lieu où je vais m'implanter en fonction des marchés où j'arrive. Typiquement, on parlait de Miami sur une autre émission, c'est plutôt l'Amérique du Sud. Là, on est plutôt en relation, bien évidemment, avec l'Asie. On est plutôt en relation avec des domaines d'activité. C'est cela. Absolument. Si on peut retenir quelque chose. Vous avez, c'est vraiment, je dirais, la cartographie américaine, c'est un petit peu ça. C'est aller séparer, scinder en fonction d'un certain nombre de domaines d'activité. Bien évidemment, vous allez à Houston, c'est le domaine du pétrole. Donc toutes les PME gravitent autour du pétrole à Houston. Vous allez sur la côte ouest, notamment San Francisco et Seattle, ce sont les nouvelles technologies. Le high-tech, exactement. Et après, vous êtes Los Angeles, c'est l'industrie cinématographique qui prime là-bas. Ça dit, il y a pas mal de cinéma aussi à Seattle parce que justement, la grisaille est bien pratique pour tourner beaucoup de films parce qu'on n'a pas bizarrement en fait le soleil c'est souvent dérangeant pour tourner des films et du coup il y a une grande là on a beaucoup de réalisateurs qui font on a la cinéaste qui intervient en direct là. Voilà. Donc il y a beaucoup de réalisateurs qui s'implantent à Seattle, je pense à Lynn Shelton qui est la plus connue. Voilà. Très bien. Lucie, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et puis, bon retour à Seattle si vous avez l'intention d'y retourner, si vous gagnez. Stéphane, merci beaucoup d'avoir représenté les collaborateurs expatriés. Joël, merci. Et puis, quand vous êtes à Seattle, vous avez une obligation, c'est quand même de nous prévenir. Hein, quand même, on est obligé. Peut-être qu'on viendra, mais au moins, prévenez-nous. Hein. Et Olivier Sureau, merci beaucoup pour vos contributions, comme toujours. Et conseiller du commerce extérieur, il faut quand même qu'on y pense. Et pour notre part, eh bien, nous clôturons bien évidemment la 23e ville. Dans quelques minutes, on va clôturer cette 11e saison par Paris. Alors, c'est toujours étonnant d'avoir Paris, mais oui, bien évidemment, Paris, c'est tout simplement l'autre versant de nos émissions, puisque comment investir à Paris, comment les étrangers peuvent venir s'implanter en France. Merci beaucoup.
can read and I can write. C'est 4 ans. Je sais lire et je sais écrire.